Alors, au cours de ce qu'était l'échantillonnage idéal, idéal parce qu'on multipliait le signal par un PN de Dirac qui n'existe qu'au sens de distribution. Forcément, dans la réalité, ce qui va se passer, c'est que vous avez donc votre signal, vous avez un interrupteur, donc il va s'ouvrir, qui va laisser passer le signal une certaine durée, qui est très très petite. On souhaite que T soit très petit par rapport au temps d'échantillonnage. Et puis ce temps-là, donc en fait, vous allez maintenir cette valeur et cette valeur, ça va lui laisser le temps d'être donc quantifié et numérisé. Donc ici, pour schématiser ça, en fait, voilà la valeur qui est prélevée. Donc, elle va être maintenue. Donc, quand je dis maintenue un certain temps, c'est-à-dire je vais supposer que sur le temps où j'ai acquis cette valeur-là, donc avant de la quantifier et de la transmettre, je considère que la valeur n'a pas changé. Alors, c'est ce qu'on appelle l'échantillonnage réel, parce qu'on pourrait considérer que la valeur est maintenue comme ça, mais là, ce n'est pas, je ne peux pas le réaliser parce qu'il faudrait que, n'oubliez pas que j'échantillonne, je prélève, il faudrait que je prélève aussi ici plusieurs valeurs. Je pourrais aussi prendre toutes ces valeurs et prendre la moyenne, c'est ce qu'on appelle l'échantillonneur moyenneur. Mais dans la réalité, c'est celui-là qui va être utilisé. C'est-à-dire, je vais supposer que ce laps de temps est tellement petit que le signal n'a pas vraiment évolué et je vais faire l'hypothèse que c'est une valeur constante. Il est logique maintenant que, puisque je suppose que le signal est plutôt comme ça, donc forcément, il va y avoir des formations et forcément, si le signal n'est pas identique en temps, forcément, la représentation spectrale aussi sera différente. Donc, en fait, ici, si je dois exprimer ça de façon mathématique, en fait, c'est cette valeur donc, que j'appelle ici, c'est x0, ici, c'est xte, ici, bon, je l'ai un petit peu mal tracé, c'est x de 2te. En fait, cette valeur-là, donc, elle va être, on va considérer que c'est la même sur un laps de temps très court. J'ai dit que je supposais que θ était assez petit devant le pas d'échantillonnage. Donc, si je dois représenter ça mathématiquement, bah, c'est-à-dire que c'est cette valeur, et ça, on sait ce que c'est. Ça, c'est une porte qui aurait donc une durée θ. Et qui ça serait centré où? Si je regarde, donc ici, c'est une porte qui a une durée d'état, et donc elle serait, le sens centre, c'est toujours le milieu, donc je fais 0 plus θ sur 2, donc cette porte serait centrée en θ sur 2. Donc si je dois l'exprimer, je vais écrire pi de t moins θ sur 2. Je vais faire pareil pour le prochain élément. Donc ça, c'est le point TE, et puis ça, c'est θ, pardon. Donc ça c'est TE plus θ, et le centre, c'est toujours, donc, vous sommez cette valeur, les deux valeurs extrêmes, et vous divisez par 2. Bon, je peux considérer que c'est TE plus la moitié de cette durée. Donc, ça me fait TE plus θ sur 2, et ainsi de suite. Donc, en fait, ils sont centrés en NTE plus θ sur 2. Or, quand on exprime une porte, donc qu'est-ce qu'on écrit? Nous, on écrit, donc c'est une porte T, et on doit symboliser ici son centre. Donc, le centre, c'est NTE plus θ sur 2. Et cette porte a une largeur θ. Donc là, je viens de généraliser. Et donc, et à chaque fois, en fait, l'amplitude de la porte change. Ici, c'est x0, ici, c'est xte, ici, c'est x de nte. Donc, en fait, cette porte, elle est multipliée par x de nte. Et j'ai quoi? Et j'ai une somme, dans le cas général, donc j'ai dit, j'ai une somme d'infinité de portes. N'oubliez pas qu'un signal, vous l'observez sur une durée, et cette somme n'est jamais infinie. Ici, en plus que ça va de 0 jusqu'à une certaine valeur. Nous, on écrit dans le cas général, donc je vais écrire de moins l'infini à plus l'infini. Et en fait, c'est une somme, donc je disais, de portes. Alors, je remets ça. Donc, comme c'est une somme donc, de portes, en fait, je vais juste, si je regarde cette formulation, donc j'ai formulé la porte en général, et j'en ai plusieurs, donc je vais écrire ça. Maintenant, cette écriture-là, je rappelle encore les fameuses propriétés du Dirac. Je vais rappeler ici. Nous, on sait que x de t, lorsque vous le convoluez avec un Dirac décalé, vous trouvez le signal décalé. Et je dis à chaque fois, on utilise souvent dans ce sens, n'oubliez pas que ça s'utilise aussi dans celui-là. Ça veut dire que si j'ai un signal décalé en T0, je peux l'exprimer comme étant le signal que je convolue avec un Dirac. Ça signifie que je peux l'exprimer comme étant donc un signal qui serait donc la porte, une porte T moins θ sur 2, que je convoluerai avec un Dirac T moins NTE. On a dit, quand vous convoluez avec un Dirac décalé, remplacez juste T par cette valeur. C'est-à-dire que ce T-là, je vais le remplacer par T moins NTE. Donc, je vais retrouver cette formule. Pourquoi
Pourquoi je l'écris comme ça? Ça va me faciliter les choses. Pourquoi? Parce que ça, c'était XE de t dans le cas idéal. Et ça, j'avais exprimé ce que c'était. On avait vu que quand on avait calculé cette TF, ça nous avait donné le signal qui était périodisé avec juste l'amplitude qu'on multipliait par FE. Donc, je l'écris comme ça parce que ça me facilite les calculs. Ça, donc tel que c'est écrit comme ça, donc ça veut dire que XE de T, XE de F maintenant, ça signifie que XE de F, donc c'est la TF de cette partie-là, produit de convolution de un produit simple fois la TF de cette partie. Or, ça, qu'est-ce que c'est? Je ne l'ai pas écrit ici, donc c'est une porte de largeur θ. Or, ça, on sait ce que c'est. On sait que la TF d'une porte, c'est rien d'autre que son amplitude multipliée par sa largeur fois un sinus cardinal θf. Ça, c'est un retard. Donc, quand je vais exprimer cette porte, je vais l'écrire ici. Je rappelle que la TF, donc, d'une porte, à mémoriser, dans le cas idéal, parce qu'on en a souvent besoin, ça, je sais le faire. Et je sais aussi que la TF de x de t moins t0, ce n'est rien d'autre que x de f. Le module ne change pas. C'est pour ça qu'on appelle le retard indéphasage. Donc, je vais écrire exponentielle moins 2 pi j f t0. En fait, je vais appliquer ces deux formules. Si vous ne savez pas le faire, si vous savez pas le faire en deux coups, il faut le faire en deux étapes. Calculer la TF de la porte et ensuite dire calculer la TF de la porte retardée. Donc, ici, la TF de ça, produit de convolution devient un produit, donc la porte. Donc, ça me fait, là, c'est comme si j'avais 1. Donc, je vais écrire θ, sinus cardinal fθ. Puis, on a dit le retard. On écrit exponentielle moins 2 pi jf, le retard. Mon T0 ici, c'est θ sur 2. Donc, j'écris θ sur 2. Le 2 se simplifie. Et ça, j'avais calculé auparavant, je mettrai la vidéo sur le volet de description. On avait dit que ça, quand on avait calculé la TF, on avait trouvé FE, somme des x de F, moins NFE. Donc, fois θ, sinus cardinal, Fθ, exponentielle, moins pi j Fθ. N'oubliez pas, nous, on trace le module, donc le module d'exponentielle, c'est 1. Donc, en fait, on retrouve, c'est le même signal, donc, qui est donc périodique. Quand je dis le même signal, c'est la TF, donc du signal dans le cadre de l'échantillonnage idéal. Donc, on avait trouvé que la TF, elle était juste périodique, sauf que ici, je suis en train de multiplier par ça. Et donc, ça va jouer le rôle d'une enveloppe. On va voir comment que ça agit. On le sait. On sait qu'un sinus cardinal, c'est quelque chose qui fait ça, et donc il va s'annuler toujours l'inverse de cette quantité, Fθ, 1 sur θ. Or, ici, dans ce cas-ci, le signal est périodique tous les FE, et ça, quand je vais dessiner ce sinus cardinal, est-ce que je vais le dessiner plutôt grand ou plutôt petit? On va y réfléchir. Nous, on a dit que θ est très petit devant TE. Si θ est très petit devant TE, alors 1 sur θ est très grand devant 1 sur TE. Et 1 sur TE, ce n'est rien d'autre que FE. Donc, en fait, l'enveloppe, elle va être c'est-à-dire ici, cette largeur va être très grande par rapport au signal. Je vais juste effacer ça. Donc, on va reprendre je vais juste afficher les formules et faire ma petite remarque ici. Donc, là, par rapport j'ai omis de faire une remarque, donc je vais la citer ici. En fait, ici, donc je disais qu'on retrouvait le même fameux signal. Et là, c'est un produit de convolution. Je rappelle que ça s'appelle un échantillonneur bloqueur. Hein. On parle de maintien réel. C'est écrit ici, échantillonneur bloqueur, parce qu'on bloque la valeur. Donc, en fait, je retrouve mon fameux XE de t. Dans le cas idéal, je le multiplie par un Dirac. Et, puisque c'est un produit de convolution ici, donc je peux écrire, comme si je le faisais pas passer par un filtre, dans la réponse impulsionnelle est une porte de largeur θ, puisque c'est un produit de convolution. Donc, ce qui a été développé ici, c'est ce que j'avais fait auparavant. Donc, on a dit qu'on retrouve la TF du signal échantillonné avec un échantillonnage idéal. Donc, cette formulation, je peux écrire FE ici. Le signal donc est périodique de période FE, sauf que je le multiplie par un sinus cardinal. Quand vous multipliez donc un signal par une fonction en F, en fait, vous allez changer l'amplitude. Donc, ici, j'ai également mis un dessin. J'ai essayé de le dessiner du mieux possible. Donc ici, alors, je remets juste la notation. Donc,
En fait, en fait, j'ai le signal donc, qui est périodique, c'est celui-là. Et puis, on va multiplier en tout point par un sinus cardinal. Regardez comment j'ai tracé le sinus cardinal. Je l'ai tracé avec une amplitude, une largeur du lobe principal assez élevée. Pourquoi? J'ai dit parce que T est inférieur à TE. Donc, forcément, θ est inférieur à TE. Donc, forcément, 1 sur θ est supérieur à 1 TE et est supérieur à F. Donc, ce que j'ai repris ici, je vous invite à revoir la vidéo de l'échantillonnage. Ça, on a dit que quand un signal était périodique, en fait, il y avait réplication du motif. Ça, c'est le motif de base. Et puis, le motif se répétait. Sauf que ici, il est multiplié par un signal. Quand vous multipliez quelque chose par un signal, il joue le rôle d'enveloppe. Et donc, en tout point, en fait, ce qui va se passer, c'est que là, donc je multiplie point par point. Donc, ce triangle, il va avoir une amplitude qui va diminuer. Dans le cas ici, regardez, pour ce triangle-là, pareil, donc, son amplitude va diminuer, donc point par point. C'est pour ça que ici, vous avez cette amplitude, ici, vous avez celle-là. Et ensuite, donc, mon dessin, j'ai placé à peu près, j'ai essayé de placer mon 1 sur θ quelque part au milieu de, j'ai supposé que c'était au moins le double, c'est-à-dire que θ c'était au moins la moitié, au moins. Pire des cas, θ, il était la moitié de TE. Mais donc, j'ai dit, si θ est très petit devant TE, cette enveloppe, ça va être quelque chose qui va faire plutôt simple. Je n'avais pas la possibilité de la dessiner comme ça, et ça va descendre. Du coup, rappelez-vous nous ce qu'on veut. Nous, on veut pouvoir faire un échantillonnage sans perte. Quand on dit sans perte, je veux pouvoir revenir en arrière. Je fais de l'analogie vers le numérique, je voudrais pouvoir faire le chemin inverse. Le chemin inverse s'appelle reconstruction. On a dit que, puisque c'était périodisation, il suffisait que je place un filtre passe-bas de moins FE sur 2 à FE sur 2. C'est-à-dire, je prenais une période. Je prends le motif, puisque c'est le motif qui se répète. Si vous prenez ici n qui vaut 0, en fait, vous retrouvez FE, remplacé dans cette formule, vous allez retrouver FE fois x de f, fois toujours ce sinus cardinal Fθ. Donc, il y aura une petite atténuation, mais ce n'est pas si grave, puisque si le lobe est très large, en fait, l'atténuation sera très légère. Donc, on retrouvera pratiquement, presque, le signal original. En fait, il y a une solution à ce problème. Il suffit de faire ce qu'on appelle la compensation, c'est-à-dire, à la sortie, il faudra multiplier par l'inverse de ce signal. Vous allez multiplier par 1 sur θ, sinus cardinal Fθ. Donc, ça va se simplifier. En fait, il faut faire le filtre parce que vous n'avez pas multiplié par θ sinus cardinal Fθ. C'est le fait que j'ai fait un maintien, donc c'était l'équivalent d'une porte et la TF d'une porte, c'était sinus cardinal. Vous, c'est implicite. Puisque c'est ça, puisque je sais que c'est ça, il suffira juste que je prenne ce signal et je le multiplie par ça. On ne le fait pas toujours. Parce que si θ est très petit devant TE, les pertes ici, le fait que l'amplitude diminue un petit peu, ça n'affecte pas beaucoup votre signal. Donc, voilà pour ce qu'on appelle l'échantillonnage réel et avec, donc, qu'on appelle aussi maintien, qu'on appelle échantillonneur bloqueur parce qu'on bloque la valeur. Je disais tout à l'heure, donc, il y a d'autres formes d'échantillonnage, ce qu'on appelle naturel. Ça suit le signal. Moyenneur, au lieu de prendre, par exemple, cette valeur, parce que ici, quand j'explique juste le moyenneur, je ne vais pas rentrer dans les formules, je ne vais pas développer les formules plus loin. En fait, ici, on se dit quand même, de là à là, quand même, il y a un grand écart. Pourquoi ne pas prendre la moyenne? C'est-à-dire ici, voilà, je vais le dessiner. En fait, mon échantillonneur serait plutôt comme ça. Bon, j'essaie de prendre une autre valeur. Je vais prendre plutôt une autre couleur. En fait, ici, l'échantillonneur moyenneur, je vais prendre la valeur moyenne. C'est toujours une porte, mais qui prendrait la valeur moyenne. C'est-à-dire, ce serait plus le carré. C'est-à-dire, je ne m'éloigne pas de la première valeur, je m'éloigne moins de la dernière valeur. Mais encore une fois, pour la simplicité d'utilisation, c'est celui-là, parce que c'est un interrupteur qui va souffrir sur un certain laps de temps qui est θ, qui va vous laisser donc le temps de faire votre enregistrement, de transmettre, de convertir. Voilà donc l'échantillonneur réel. Ai-je prévu pour la prochaine? Je ne pense pas avoir prévu un exemple ici. Je crois qu'on va parler aussi de reconstruction réelle. Donc, ça, c'était les remarques que j'étais en train de faire maintenant. Donc, les répliques de x de f sont déformées par la fonction. Donc, il y a voilà, une faible atténuation des premières copies. Alors, ici, l'atténuation, elle n'est pas faible. On a l'impression qu'elle est grande. Mais si θ est très petit, c'est-à-dire, je vous disais, le dessin serait très, très grand. Donc,
on pourra faire donc une récupération parfaite, presque quasi parfaite, du signal original. Donc, faire la reconstruction, donc récupérer le signal continu. Alors, maintenant, la reconstruction. La dernière fois aussi, j'avais parlé de reconstruction idéale. Idéale, c'était une somme de sinus cardinaux. Et je ne pouvais pas faire une somme infinie de sinus cardinaux. D'abord, la somme était infinie. En plus, les sinus cardinaux eux-mêmes sont infinis. En fait, le plus simple, et c'est ce qui est aussi utilisé dans la réalité, on appelle ça le bloqueur d'ordre zéro. En fait, c'est de faire quoi? C'est qu'au moment de parce que vous voulez retrouver le signal continu. Donc, vous démarrez de ces valeurs. Donc là, je vais le mettre. Donc là, je suis en train de faire de la reconstruction. Donc, mon signal, c'est ça. Je démarre avec ça. C'est-à-dire, moi, j'ai comme entrée x de 0, TE, x de TE, x de 2 TE, x de NTE en général. Et ce que je veux retrouver x de t. Donc, en fait, le plus simple, si on ne craint pas trop la perte d'information, c'est-à-dire le signal n'a pas beaucoup évolué entre 0 et TE, en fait, c'est de maintenir la valeur. Nous, on ne peut pas retrouver cette valeur-là, à moins de faire ce qu'on appelle en construction idéale, que je n'ai pas la possibilité de faire parce que le sinus cardinal, d'abord, il n'est pas causal, mais je peux le décaler un petit peu, c'est surtout que je vais le tronquer. Un sinus cardinal, ça va de moins l'infini à plus l'infini. Donc ici, en fait, qu'est-ce que je fais? En fait, j'ai ma valeur, et puis je vais la bloquer. Je vais la bloquer en attendant la prochaine. En fait, et le signal que je vais retrouver, c'est ça. C'est comme s'il y avait un pas de quantification. Voilà ce que vous allez retrouver comme signal. Donc forcément, ça ne peut pas être là le signal original. Ça reste, parce que c'est simple, parce qu'il n'y a rien à faire, il y a juste à maintenir cette valeur. Donc, à prendre cette valeur en attendant la prochaine. Voilà le signal qu'on retrouve et voilà le signal qu'on aurait souhaité retrouver. Maintenant, comment exprimer tout ça? Je vais réeffacer alors. On va développer ces formules. Au lieu de les mettre ici, je préfère les développer. Voilà. Alors, pour exprimer ça, donc je disais, on démarre des x de NTE. Donc, si je regarde là, en fait, c'est presque ce que j'avais développé tout à l'heure. Donc, sauf que la porte, au lieu qu'elle ait une largeur de θ, elle a une largeur de t. Donc, si je veux exprimer ce signal, en fait, si je prends la première partie, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est x de 0, que j'ai multiplié par quoi? Par une porte, dans la largeur TE, et qui serait centrée où? J'ai dit, faites ça plus ça, divisé par 2. Donc là, je le vois, elle est centrée en TE. Très bien. Plus quoi? Parce que n'oubliez pas ça, j'ai retrouvé ça. Moi, je vais retrouver tout le signal. Plus une deuxième porte en TE. Alors, enfin, dans l'amplitude et TE. Donc, n'oubliez pas ça. Et c'est X, ces points-là. Ça, c'est X de 0. Ça, c'est X de TE. X de TE. C'est pour ça que je suis en train de multiplier. Vous voyez bien que l'amplitude, elle est en train de changer. C'est l'amplitude de mes portes. Donc, ça me fait donc une porte pour la deuxième. Alors, c'est une porte. Donc, il y a toujours une largeur TE, sauf que cette fois-ci, elle est centrée à TE, 1,5 TE. Mais au lieu d'écrire 1,5 TE, n'oubliez pas, quand on écrit le centre, on met d'abord moins. Je préfère écrire TE plus TE sur 2. Ça me permet de trouver la forme générale. Donc, en fait, c'est tout. Donc, si je dois le développer jusqu'au bout, je vais écrire donc X de, quand ce sera le tour de NTE. Donc, c'est une porte qui va démarrer à NTE, mais dans le centre, c'est NTE plus θ sur 2. Donc, ce sera une porte TE centrée en NTE plus TE sur 2. Tout ce signal-là, donc je vais l'écrire comment? Tout ça, je vais généraliser et je vais écrire. J'ai commencé par x0 parce que le signal normalement est censé être causal, mais je vais l'écrire en règle générale. Donc je vais écrire de moins l'infini à plus l'infini, x de NTE fois une porte de largeur TE centrée en T moins NTE plus TE sur 2. Et je vais utiliser la même formulation que tout à l'heure, à savoir qu'un signal décalé, je peux l'exprimer comme étant le signal sans décalage qu'on convolue avec le décalage. Donc, tout ça, je vais l'écrire ici. Ça me fait donc ça. C'est le même développement que tout à l'heure. Moins l'infini à plus l'infini. Donc, je peux l'écrire comme étant x de NTE. J'écris encore une fois tout ça pour savoir ce qui va se passer, quel est le type de déformation auquel je vais avoir et comment ça va impacter mon spectre.
Donc, ça me fait X de NTE. Donc, j'ai dit cette porte. Je peux l'écrire comme étant une porte. Alors, je vais écrire d'abord le Dirac. Moi, c'est pareil. Je vais écrire la porte. Donc, c'est une porte centrée en TE sur 2 que je vais donc convoluer avec un Dirac. C'est bon. Convoluer avec un signal retardé, remplacer T par moins NTE. Ça me fait T moins NTE moins TE sur 2. Si vous prenez le moins ici. Ça, produit de convolution est commutatif. Donc, rien n'empêche d'écrire de moins l'infini à plus l'infini, x de NTE, delta de T moins NTE, que je convolue avec une porte T moins TE sur 2. Donc, en fait, je reviens encore une fois au fameux signal qu'on avait pris dans le cas idéal et qu'on convolue avec donc, une porte TE, T moins TE, que je peux donc schématiser. Donc, ça veut dire que je prends le signal échantillonné, cas idéal, donc que je vais pas faire passer par un filtre. Donc ça, c'est mon filtre, H de T. Donc, je vais l'appeler H de T. C'est un filtre de reconstruction. Donc, c'est une porte centrée en TE sur 2 dans la largeur et TE. Ça veut dire que vous, quand vous avez un exercice, et on n'est pas obligé toujours de vous dire bloqueur d'ordre 0. On peut vous dire, voilà, le signal échantillonné, on le transmet à travers ce système. Et à ce moment-là, vous dites ça, c'est un bloqueur d'ordre 0. Comment faire la différence avec celui tout à l'heure? Tout à l'heure, j'avais écrit θ. Tout à l'heure, c'est pour ça que ça s'appelait échantillonneur bloqueur. Là, encore, on parle de bloqueur, parce qu'on bloque la valeur sur un laps de temps TE. Donc ça, je suis en train de faire de la conversion numérique analogique. Donc, je prends la valeur numérique et j'essaie de reconstruire le signal analogique. Encore une fois, même principe que tout à l'heure, comment faire pour la TF? Donc, je vais effacer une petite partie. Alors, si on développe la TF, parce qu'on va encore savoir qu'est-ce qui se passe en fréquence. N'oubliez pas, je veux retrouver le signal original, quelque chose, je ne peux pas le retrouver, puisque si le signal n'est pas identique en temps, il ne peut pas être identique en fréquence. S'il y a eu déformation en temps, il y aura forcément déformation en fréquence. N'oubliez pas que la représentation fréquentielle, ce n'est qu'un calcul mathématique qui vous met en valeur des choses que vous n'arriviez pas à voir dans le tracé temporel. Donc ici, ça, on sait ce que c'est. Donc si j'applique la TF des deux côtés, ça, c'est notre fameux FE, somme des x de f moins NFE. Convolution devient produit. Même principe que tout à l'heure, je peux l'écrire directement. On a dit c'est toujours l'amplitude fois la largeur, donc ça me fait TE. Sinus cardinal, toujours vous multipliez la largeur par f, donc je vais écrire TEF. Puis ça, c'est un retard, donc je vais écrire exponentielle moins 2 pi JF, le retard. TE sur 2, je simplifie. FE fois TE, ça me fait ça. Alors, n'oubliez pas que tout ça, c'est le signal reconstruit. Donc, je vais l'appeler XR de T. Donc, ce que je suis en train de calculer, c'est XR de F. Et je vois que, en fait, je vais retrouver donc la même chose. Donc, c'est toujours un signal périodique de période FE. Donc, je reproduis toujours le même schéma. Sauf qu'ici, je ne vais pas écrire A fois FE, puisque FE, c'est simplifié. Donc, je vais écrire A. Et il est modulé par un sinus cardinal. Sauf que cette fois-ci, le sinus cardinal, on a dit, il s'annule toujours à la valeur par laquelle il multiplie f, mais vous inversez. Donc, en fait, il s'annule tous les 1 sur TE. Ah, il s'annule tous les 1 sur TE. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'annule tous les FE. Donc, en fait, mon sinus cardinal, cette fois-ci, il va s'annuler tous les FE. Donc, je vais trouver quelque chose. Bon, comme je trace un module, je vais le garder toujours comme ça. Il va s'annuler tous les FE. Donc, ça, c'est moins 2 FE, ça, c'est FE, ça, c'est 2 FE. Ça, c'est un petit peu embêtant parce que ça signifie quoi? N'oubliez pas, bloqueur. On veut retrouver toujours le premier triangle. En fait, celui-là, on le retrouve, mais avec une très forte déformation parce que ça commence à descendre. Il y a pire, c'est qu'ici, ça aussi, je vais le retrouver. Je vais avoir cette partie, je vais avoir cette partie. Et pour le prochain,
qui ne va pas toucher, je vais avoir cette partie. En fait, je vais retrouver, bon, c'est vrai que l'amplitude est très petite, mais je vais retrouver des triangles, les autres triangles. Et donc, ça va me créer ce qu'on appelle des hautes fréquences. Et notamment, s'il y a du bruit, vous allez retrouver ce bruit. En fait, donc on peut, une fois qu'on a fait ça, on peut encore faire un filtrage passe-bas pour enlever ces petits triangles. Donc, voilà pour cette partie. Moment, j'ai essayé de faire, je crois, un dessin. Voilà, c'est le même principe. Donc, j'ai juste mis ici, j'ai essayé de tracer le sinus cardinal. Donc, en réalité, j'ai pas su le faire. Donc, ici, quand vous allez multiplier, en fait, ça, vous allez le retrouver, mais il va y avoir atténuation. Donc, en fait, l'amplitude, elle va commencer à diminuer ici. Vous allez avoir ça. Et là, quand vous multipliez par cette quantité, vous aurez ce triangle, il est très petit. Cette partie, vous allez la voir en haut, donc vous aurez ce triangle assez grand, parce que là, normalement, je trace en module. J'arrive ici, cette amplitude, je vais avoir ce triangle, je vais avoir ça, et ça reste quand même gênant. Mais même du fait qu'il y ait ça, on préfère utiliser donc ce filtre, n'oubliez pas, donc, parce que ça, si vous le ramenez de ce côté en module, ça, ce que j'ai, je le ramène de ce côté. Et donc, ça va épouser la forme du signal. C'est comme si c'était une enveloppe. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ça requiert d'utiliser donc un filtre supplémentaire qui va nous permettre d'éliminer ce qu'on appelle des résidus. C'est des choses qui restent mais qui nous gênent. D'éliminer ce qu'on appelle ces résidus dans le spectre. Encore une fois, parce qu'il est simple d'utilisation, vous n'avez rien à faire. Juste à prendre la valeur, la conserver en attendant la prochaine. Il est très utilisé. Alors, ça, c'est le bloqueur d'ordre 0. Et il y a un autre bloqueur, c'est le bloqueur d'ordre 1. En fait, je vais le mettre ici. Je pense que je l'ai mis sur la prochaine diapositive. Alors, en fait, le bloqueur d'ordre 1, on va faire comme tout à l'heure, on va développer les formules. En fait, le principe, donc, quand même, si au lieu de maintenir la valeur, c'est-à-dire une constante, si je liais les points, bah forcément, si vous regardez, comparez celui-ci par rapport à celui de tout à l'heure, vous vous approchez beaucoup plus, je vais le remettre. Si je compare ça, donc comparer le signal qui est en bleu là, et comparer celui qu'il y a là, ben, il n'y a pas photo. C'est certain que ici, je suis plus proche du signal réel, donc celui qui est en noir, qu'avec le bloqueur d'ordre 1. C'est le même principe. Donc, on va essayer d'écrire. Alors, rappelez-vous que quand vous prenez de droite, je l'avais, je crois, développé la dernière fois, si vous prenez de droite, la somme de deux droites vous donne une droite. Parce que c'est y égale ax plus b. Ensuite, vous prenez y égale a1x plus b1. Donc, ensemble, ça vous donne a1 plus a1 x plus b plus b1. Et donc, forcément, pour tracer la droite, vous ne compliquez pas la vie. La dernière fois, c'était des pentes négatives, donc ça me donnait une droite. Mais si je prends deux droites comme ça, qui démarrent au même point, c'est-à-dire elles démarrent au même point, cette droite plus celle-là, ben ce point plus celle-là, puisque je sais que c'est une droite, ça me fait ça. Ce point plus celui-là, ça me fait ça. Donc, forcément, vous aurez ça. En fait, ce qu'on va développer ici, donc ça, je vais enlever. En fait, on va juste montrer que ça, pour obtenir ça, il suffit de sommer des triangles. Parce que regardez, si vous prenez ce triangle-là, plus ce triangle, je ne prends pas triangle, je parle d'une droite, cette droite, plus cette droite me donne ça, et je suis la courbe. Et idem pour celle-ci. Et si j'essaie d'exprimer cette fois-ci ce signal, rappelez-vous que on est en train de faire la reconstruction. Donc, nous, on démarre du signal échantillonné. Donc, nous, notre donnée de départ, c'est ça. Alors, je ne vais pas lui dire, moi, les données de départ, c'est un triangle. C'est-à-dire, mets une droite entre les points. J'essaie de formuler ça de façon mathématique. Alors, pour formuler ça, vous allez remarquer juste que, par exemple, si je prends x0, il est multiplié par quoi? C'est comme si x0 était multiplié par un triangle de largeur TE. Rappelez-vous, quand on parle d'un triangle de largeur TE, ça va de moins TE à TE. Donc, je peux dire que ça, en fait, c'est x0. Donc, si je prends le premier triangle, c'est x0, que je multiplie par un triangle de largeur TE. Ça signifie que ça va de moins TE à TE, qui est centré en 0. Je prends le deuxième. Je prends le deuxième point. Donc, ça me fait quoi? Ça me fait x de TE
x de TE, donc c'est ce point, multiplié par un triangle centré en TE. Donc, ce sera un triangle centré, toujours de largeur TE, mais centré en TE. On est bien d'accord que la somme de ça, et si je regarde maintenant, puisque si je regarde cette droite avec celle-là, ça me fait un triangle. Celle-ci avec celle-là, ça fait un triangle. Donc, j'essaie de l'exprimer sous forme d'une formule mathématique. Donc, je peux dire en général, si je regarde le prochain point, c'est x de 2, donc ça, c'est x de 0, ça c'est x de TE, ça c'est x de 2TE, et je vais raisonner donc en général. Donc, en général, ça me fait, c'est x de NTE fois un triangle. Donc, au point NTE, ce sera un triangle toujours de largeur TE, mais centré en TE. Donc, tout ça, maintenant, je vais l'écrire en général. Donc, je peux l'écrire comme étant somme de moins l'infini à plus l'infini, x de NTE fois un triangle de largeur TE, T moins NTE. Et maintenant, vous êtes habitué à la formule que... Alors, donc, ça, je l'appelle XR de T, c'est le signal reconstruit. Et on a dit, on convient bien que c'est quand même beaucoup mieux que ce que j'avais tout à l'heure. Donc, tout ça, ça me fait quoi? Je vais appliquer la même formule que tout à l'heure. Un signal décalé peut s'exprimer comme étant un Dirac décalé que je convolue avec le signal. Donc, ça, toute cette partie, je vais l'écrire comme étant delta de T moins NTE que je convolue avec un triangle de largeur TE centré, centré en T. Donc, ici, je n'ai pas besoin d'écrire. Voilà. Puisqu'une fois que vous allez convoluer ça avec ça, ça vous fait T moins NTE. Donc, c'est bon. Ça veut dire que déjà, j'ai trouvé l'expression de mon filtre. Ça, c'est mon filtrage de T. Ça signifie que si vous trouvez sur un exercice, on vous dit soit le signal échantillonné qui passe à travers le filtre dont la réponse impulsionnelle est un triangle, vous savez que c'est un bloqueur d'ordre 1. Et ça, encore une fois, pourquoi je l'écris sous cette forme? Parce que quand je vais passer à la TF, c'est le même principe que tout à l'heure. XR de F, ce sera la TF de ça qu'on va réécrire à nouveau, somme des x de F moins NFE, fois la TF d'un triangle. Et la TF d'un triangle, je vais le rappeler ici, la TF d'un triangle, c'est comme celle de la porte, sauf que vous mettez au carré. Donc, un triangle de largeur θ, sa TF c'est Aθ, sinus cardinal au carré Fθ. Bien, mon amplitude est 1, donc je vais écrire TE, sinus cardinal au carré, toujours F fois la largeur, donc FTE. Je simplifie, je me retrouve dans le même cas que tout à l'heure, sauf que c'est le sinus cardinal au carré. Et je rappelle quelque chose maintenant, pourquoi c'est mieux. Donc, en fait, rappelez-vous que lorsque vous prenez une valeur qui est plus petite que 1, vous savez que sinus x sur x, quand x tend vers 0, c'est 1. Donc, en fait, la plus grande amplitude, c'est 1. Et quand vous prenez une valeur et que vous l'élevez au carré, prenez 0,5 au carré, vous allez trouver 0,25. Vous trouvez toujours une quantité plus petite. C'est-à-dire que par rapport au tracé de tout à l'heure, alors, je ne sais pas ce que j'ai prévu ici. On va effacer tout ça. En fait, là, je vais vous dire ce que ça va m'apporter. Donc, ici, je remets juste les formules. Et voilà, super, il y a un dessin. En fait, j'ai repris le dessin tout à l'heure. Et si je devais maintenant ça, alors là, je vois qu'il y a une erreur. Il n'y a plus le FE ici, simplifié. Il faudra corriger aussi sur la diapositive. Je n'ai plus le FE ici. Donc ici, ça, c'est sinus cardinal Fθ. Et je vais dessiner, superposer dessus, sinus cardinal. Alors, c'est pas Fθ, c'est FTE. Il s'annule. On a dit tous les 1 sur F. Voilà. Il s'annule tous les 1 sur TE qui vaut FE. Donc, j'ai repris le même. Ça, c'est sinus cardinal FTE. Donc, il s'annule tous les 1 sur TE, soit tous les FE. Je vais dessiner dessus sinus cardinal au carré. On a dit que ça, c'est 1. OK, il n'y a aucun souci. Là aussi, il n'y a pas de θ, il y a 1. Je n'avais pas remarqué que j'avais repris les mêmes dessins que tout à l'heure. Donc, ici, voilà, ça fait ça. Et si sinus cardinal, donc, parce que là, au départ, ça c'est le même point, parce que 1 au carré, ça vous fait 1. Mais après, c'est des valeurs plus petites que 1. Donc, du coup, en fait, ça va descendre. Et plus la valeur est petite, et plus la valeur est petite, et plus ça sera encore petit. Je m'explique. Quand vous prenez 0,9 au carré, ça vous fait 0,81.
Si vous prenez 0,8 au carré, ça fait 0,64. C'est encore plus petit. 0,64. Et si vous prenez par exemple 0,1, ça fera 0,01. Tout à l'heure, j'avais mis 0,5. Ça fera 0,25 au carré. C'est la moitié. Donc, en fait, le fait que ça descende très vite, ça va faire donc ça. Et donc, ça sera de plus en plus petit, très, très petit par rapport à ça. Ben, je n'aurai plus le problème de tout à l'heure, c'est-à-dire, je n'aurai plus ces petits résidus qui me gênaient. Donc, en fait, quand je vais retrouver mon signal, OK, celui-là, il va diminuer un petit peu d'amplitude. Ça va faire quelque chose qui va, faire ça. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'ici, ben, ce sera très petit. Et ici, il n'y aura pratiquement rien. Donc, c'est qui est encore une façon toute logique. Si au niveau temporel, j'ai retrouvé quelque chose qui était plus proche du signal original, ben, logiquement aussi en fréquentiel, je vais retrouver la TF, je vais retrouver moins comment dire, ces résidus qui me gênaient tout à l'heure, je vais les retrouver, mais avec une plus faible amplitude. Donc, ils vont moins me gêner. Il faut bien qu'il y ait toujours concordance entre temporel et fréquentiel. Voilà, pour le bloqueur d'ordre 1. Mais forcément, c'est plus compliqué à réaliser. Pas comme tout à l'heure. Tout à l'heure, j'avais juste à maintenir la valeur. Alors, je corrigerai donc ça pour les cours que je vais vous envoyer. Donc, je rectifierai. Il n'y a pas θ, il n'y a pas f ici, parce que j'ai juste repris les mêmes graphes. Donc, normalement, on s'arrête là. Et pour les autres cours, tout ce qui était Z, je les avais fait auparavant, donc vous les avez.